2017, avant de rejoindre la manifestation qui se tenait devant le Sénat, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont tenu une conférence de presse pour évoquer les raisons qui les conduisent à déposer une proposition de loi pour faire abroger la loi travail. C'est pas une proposition de loi de circonstance. Elle est d'une part le fruit d'une volonté politique qui nous anime et donc qui a traversé tous nos débats lors de sa présentation ici au Sénat, et d'autre part parce que nous sommes quand même à 10 jours après son entrée en application, elle fait déjà des victimes, parmi lesquelles, notamment, mais pas que, les salariés du journal La Voix des Nords. Nous n'avons pas eu de 49.3 au Sénat, ce qui a permis d'avoir un débat article par article, et nous avons démontré point par point, à travers 402 amendements de suppression, de réécriture d'articles, à travers des propositions, nous avons démontré la nocivité extrême de ce texte de loi. Et vous imaginez bien que si nous avons pu défendre 402 amendements, c'est que tout le groupe, et je salue mes collègues qui sont à mes côtés, se sont mobilisés ardemment, puisque le débat durait 80 heures. Mobilisation du groupe communiste à comparer avec l'absence totale des sénateurs Front National. Le signal a été présent 0 seconde sur 80 heures de débat sur la loi travail. Ce n'était pas seulement un combat de résistance, mais bien l'a souligné, nous avons fait des propositions constructives, nous avons réussi à mobiliser 47 sénateurs dans l'hémicycle pour demander la suppression de l'article 3 qui facilite les licenciements, notamment économiques. Je crois que nous avons tout simplement sauvé l'honneur de la gauche. Certains s'étonnent de la radicalité d'une proposition d'abrogation. On peut comprendre, c'est assez une question qui se justifie. Alors, ça m'amène à rappeler quand même le contenu de la loi travail et de rappeler les reculs considérables du droit du travail qui sont inscrits. Je citerai, pour aller vite, bien sûr l'inversion de la hiérarchie des normes et l'abandon du principe de faveur. Alors on cite bien évidemment souvent le cas des heures supplémentaires qui pourraient être rémunérées qu'à 10%, mais il y a 23 domaines en réalité, vous trouverez ça dans mon rapport, 23 domaines où le principe de faveur est remis en cause, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans une entreprise un droit du travail moins protecteur que le droit conventionnel de branche. Deuxièmement, ça m'amène au deuxième point, l'affaiblissement du rôle des branches, et d'ailleurs contesté pas seulement par les salariés, mais y compris par les petites entreprises, parce que la branche, c'est la régulation d'un secteur d'activité, et je crois qu'au-delà des salariés, beaucoup sont attachés. L'assouplissement du licenciement économique qui peut être motivé aujourd'hui par une simple baisse du carnet de commandes ou du chiffre d'affaires. Et on en a un exemple, Eliane Assassi en a parlé à l'instant, un exemple emblématique avec ce qui se passe à la Voix du Nord, le groupe de presse, où le patron prévoit de supprimer un quart des effectifs, plus de 170, je crois, suppression d'emplois, alors que le groupe réalise 5 millions d'euros de bénéfices nets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté économique, et comme l'écrivait Le Monde, oui, la loi elle peut obligé de passer par là, puisque le patron du groupe peut prétendre à s'appuyer sur une baisse du chiffre d'affaires, alors qu'il n'y a pas de remise en cause de la profitabilité de l'entreprise, pour supprimer des emplois et accroître les marges bénéficiaires. L'abandon des missions de prévention de la médecine du travail, ça c'est quand même un sujet énorme. On aurait peut-être tendance à sous-estimer. Moi je vais y consacrer au moins une page de mon intervention cet après-midi. Parce qu'on a un plan de travail de santé qui a suscité l'unanimité des acteurs sociaux sur l'idée qu'il faut renforcer la prévention dans le travail, la prévention en termes de santé, en termes d'accidents de travail, qu'il faut privilégier les reclassements au licenciement en cas d'inaptitude. Et on aboutit ici à un texte qui fait tout l'inverse.
rappelle que la périodicité du suivi des salariés, y compris à risque, sera considérablement différée, puisque si on prend les travailleuses et les travailleurs de nuit, aujourd'hui sont suivis tous les 6 mois, ça passe à 3 ans avec la loi El Khomri. Quand je parle de recul considérable, concrètement, voilà un exemple. Et puis, la possibilité pour les employeurs de demander, et pour des grands groupes notamment, de demander des sacrifices supplémentaires aux salariés. C'est ce qu'on appelle les accords offensifs, même lorsqu'il n'y a pas de difficulté économique dans l'entreprise. On en a un autre cas concret avec Renault, où il y a déjà eu 12 000 suppressions d'emplois, 7 500 dans le cadre du plan précédent, et 4 500 départs en retraite, qui ne seront pas compensés par les annonces prévues, mais en contrepartie, une demande d'accroissement de la productivité qui est imposée aux salariés sans que bien ils en aient les récompenses ou les fruits assez sacrifiés. Nous allons continuer cette action, cette mobilisation, affirmer notre détermination à l'abrogation de cette loi cet après-midi dans l'hémicycle, et ça ne s'arrête pas là. Parce que je crois qu'il y a danger aussi. Vous avez vu ce qu'avait fait la majorité sénatoriale à partir du canevas, à partir de la nouvelle architecture du Code du travail, d'aller encore plus loin dans la mise en cause des droits. Donc ce combat, il continue. Il continue dans les entreprises. On voit concrètement que la ministre s'est empressée de faire valider, d'acter les mesures d'application, des mesures les plus défavorables aux salariés sur la flexibilité, notamment l'inversion hiérarchique des normes, qui donne des pouvoirs énormes aux employeurs, quand elle s'est moins pressée sur d'autres sujets. On pourra y revenir si vous voulez. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est dans les entreprises que ça va jouer, le retrait, le combat des salariés pour combattre cette loi El Khomri. Il y a des recours, comme vous le savez, des syndicats au niveau européen qui vont se prolonger, puisque effectivement certaines dispositions sont contradictoires avec les dispositions de l'Organisation internationale du travail. On pourra y revenir si vous voulez. Et puis je crois que oui, les Françaises et les Français auront dans quelques mois aussi l'occasion de s'exprimer, de pouvoir dire si leur détermination est aussi à l'abrogation de cette loi. Il faut réunir ce débat. Pour les raisons de fond que vient d'exposer Dominique, c'est qu'on est en train de mesurer l'ampleur des conséquences négatives du projet, et pour des raisons de légitimité démocratique. Si l'usage du 49.3 était une mauvaise décision, puisque chacun semble y avoir réfléchi après coup, eh bien il faudrait ouvrir ce débat. Et donc nous offrons à l'ensemble de la représentation parlementaire l'occasion de le faire. À la Commission des affaires sociales, quand on a donc étudié notre proposition de loi, il y a un certain nombre de députés socialistes, et les déclarations n'avaient pas été aussi précises que celles énoncées par Pierre Laurent, mais un certain nombre de députés socialistes partageaient sur un certain nombre d'éléments l'analyse qu'on pouvait avoir. Ils n'allaient pas jusqu'à l'abrogation, mais il faut savoir que, en tout cas, ils se sont exprimés dans ce sens-là. Alors, la question que vous posez est extrêmement importante et intéressante. Est-ce que cet après-midi, dans l'hémicycle, ces mêmes sénateurs et sénatrices socialistes qui se sont exprimés en commission vont assumer leur position en commission, aller jusqu'au bout et pouvoir effectivement prendre éventuellement la parole et puis aller jusqu'à un vote. Pendant tout le débat que nous avons eu, qui a été un débat de fond, parce qu'on a fait des propositions alternatives au Sénat, on a pu les faire. Et pendant tout ce débat, il y a eu un mépris de la part de la ministre, Mme El Khomri, qui nous disait que finalement, on dénaturait ses propos et que son grand tort, c'était qu'elle n'avait pas été suffisamment pédagogique. Et elle a totalement nié le lien de subordination qui existe dans une entreprise entre un employeur
et un salarié, elle a refusé donc de voir ce que nous disions, et notamment la remise en cause donc, du principe également de faveur, avec les conséquences qu'a développé Dominique et qui sont extrêmement graves. Ce texte a été adopté par le 49.3 parce qu'il n'avait pas de majorité parlementaire, mais il n'avait pas non plus de majorité dans la population. Je vous rappelle les manifestations, et ce texte a été quand même fait sans concertation, malgré ce que veut bien dire la ministre, avec les organisations syndicales, ni avec les organisations de jeunesse. J'ai envie de parler particulièrement de la médecine du travail, de l'inspection du travail, parce que là aussi, dans ce texte, ces deux corps, pourtant très importants dans le monde du travail, sont vraiment très mis à mal. Donc je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles le droit à la déconnexion ou même le CPA qui sont dans ce texte ne sont pas à la hauteur des atteintes pour les travailleurs dans l'ensemble des entreprises du contenu de ce texte. Et enfin, peut-être un dernier point, parce que certains de nos contradicteurs nous disent « oui, mais il y a déjà des décrets, il y a déjà des accords qui sont en cours de signature, sans doute, il y a déjà des décrets qui sont pris, mais d'autres lois par le passé ont pu être abrogées. Je pense à la loi U sur le contrôle des finances publiques. Pourtant, elle a été abrogée sur le public, voilà. Elle a été abrogée sans autre forme de procès, hein, voilà, donc à peine mise en œuvre, abrogée dès que la droite est arrivée aux manettes de notre pays. Donc il y a possibilité d'abroger une loi, et là où des accords ont pu être signés d'ores et déjà, il n'empêche qu'on peut revenir sur ces accords et les signer de nouveau. Il y a eu quelques exemples de cités. Moi je dirais que dans mon département, une petite entreprise qui avait déjà subi la loi Rebsamen, parce que vous savez aussi qu'il y a eu d'autres lois précédentes qui ont fait que dans les entreprises, c'est de plus en plus difficile d'avoir des organisations syndicales et des représentants. Donc dans les entreprises où il n'y a pas de délégués du personnel, pas de représentants, pas de CE, les choses se passent tranquillement, sans bruit. Et une entreprise basée donc dans mon département qui s'appelle Micropool, qui est du groupe Nederman, donc, qui est une multinationale suédoise, eh bien, parce que l'activité économique était depuis 3 mois un peu moins bonne que par le passé, allez hop, licenciement. Et c'est principalement une entreprise qui embauche des femmes, parce que c'est un métier particulier où il y a beaucoup de choses fines à réaliser. Donc il y a beaucoup de femmes salariées, et bien allez hop, on licencie à tour de bras. Et c'est l'application directe de la loi El Khomri. L'entreprise ST Microelectronics, là pour le coup, qui est un gros groupe avec des milliards, j'exagère peut-être, mais des millions, ça c'est sûr, de subventions publiques, que ce soit nationaux ou européens, puisque ST touche de l'argent public de l'Europe, mais aussi de l'État, de la région, du département et de l'Interco. Elle est située dans mon Interco, donc je sais bien. Un plan de licenciement, enfin un plan social qui va toucher environ 1000 salariés, une convention de revitalisation, les mesures dont parlait à l'instant Dominique Patrin. Dans cette convention de revitalisation, on ne compte que 84 emplois. Donc généreusement, le préfet impose à monter à 3 fois le SMIC pour cette convention de revitalisation, ce qui va faire 370 000 € de la part d'ST Microelectronics. Si vous faites le compte, ça vous ramène un emploi à 370 €, puisqu'il y a à peu près 1000 emplois touchés. 370 €, voilà le prix d'un emploi pour ST Microelectronics, qui est quand même, peut-être pas leader, mais le 2e au niveau mondial dans les microprocesseurs et dans tout ce qui est technologie innovante informatique. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui le droit du travail dans notre pays, voilà ce que c'est aujourd'hui la protection des salariés dans notre pays. À côté de ça, 56 milliards de dividendes donnés aux actionnaires en 2016. Donc la crise financière, elle n'est pas la même pour tout le monde, et les sacrifices ne sont pas demandés à tous de la même manière, et ce gouvernement particulièrement a décidé d'aider ceux pour qui la crise quand même n'est pas bien difficile. Dialogue social, mais en même temps 49.3, il n'y a pas de débat ni avec les organisations syndicales, ni les organisations de jeunesse, ni avec les parlementaires. Et puis, ce qu'on appelle le dialogue social aujourd'hui, dans l'esprit de Mme El Khomri, du gouvernement et des patrons, c'est ce qui se passe chez Renault. On nous dit qu'il y a 3 syndicats qui ont signé l'accord, comme si c'était le nombre de syndicats qui signaient qui faisait le contenu et la qualité de l'accord. Première chose. Deuxième chose, on vous propose un accord avec un pistolet sur la tempe, on vous dit si vous ne signez pas cet accord, nous ne garantissons pas
la pérennité des usines Renault sur le territoire national. C'est ça, on vous dit. Et est-ce que vous signez ou vous signez pas? En plus de l'heure supplémentaire non compensée sur le plan salarial. Ça, c'est pas du dialogue social. Le dialogue social, c'est on parle des problèmes de l'entreprise, mais on parle aussi des revendications des salariés. C'est ça le dialogue social. M. Carlos Ghosn, mon avis, il n'a pas fait débattre de l'augmentation de son salaire et du troisième salaire qu'il s'est attribué avec Mitsubishi au comité d'entreprise de chez Renault, ni même au comité central évidemment. Voilà, on nous parle de dialogue social, on nous parle de concertation, mais la vérité de ce qui se passe, c'est ça. C'est pour ça que l'inversion des normes et les accords d'entreprise dont on nous a tant parlé dans cette loi El Khomri est excessivement grave. Parce que, en réalité, c'est ça qui va se passer. Les salariés sont mis sous la pression du patron. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que le lien de subordination, je termine par ça, mais Annie David évoquait M. Rebsamen. M. Rebsamen, pendant la discussion sur la loi Macron, j'ai évoqué en commission la question du lien de subordination. Il a été capable de me répondre que ça n'existait pas, il n'y avait pas de lien de subordination. Mais c'est pas surprenant non plus. Monsieur Rebsamen, dans le film de Gilles Perret qui s'appelle La Sociale, qui parle du régime général de sécurité sociale, il ne sait même pas qui est monsieur Ambroise Croizat. Voilà, on en est là, dans ce pays, et donc évidemment il n'y a pas de lien de subordination. Il était ministre du Travail, faut-il le rappeler.